Module de cours numéro 7, chapitre 9, Objectifs. Il s'agit d'une part, à un niveau très général, de préciser le cahier des charges habituel pour la conception d'un filtre numérique, c'est-à-dire la notion de gabarit d'amplitude. Il s'agit aussi de distinguer les deux classes de méthodes utilisées pour la conception des filtres RI, transposition d'un modèle analogique et synthèse directe par conception assistée par ordinateur, CAO, cette deuxième méthode étant uniquement citée. D'autre part, il s'agit d'étudier plus en détail et uniquement la méthode par transposition d'un modèle analogique et transformation bilinéaire qui utilise le savoir-faire du cours de traitement analogique du signal. On redonnera à cette occasion les résultats sur les familles de filtres du cours d'analogique. À noter qu'en général, les calculs et les tracés se feront toujours à l'aide de MATLAB. Commençons paragraphe 9.1 par préciser l'approche générale dans la conception d'un filtre numérique. Comment se formule l'objectif? L'objectif, c'est d'obéir aux spécifications du filtre. Ces spécifications expriment des contraintes qui portent sur la réponse en fréquence, ce qu'on appelle le gabarit, avec deux paramètres dont l'un est essentiel, le premier, le gain. Il s'agit de se rapprocher le plus possible d'un gabarit de tolérance. On définira à cette occasion la notion de bande passante et de bande atténuée. Accessoirement, dans certains cas, le déphasage peut aussi être spécifié. Le déphasage ou sa dérivée par rapport à la fréquence ou oméga, le temps de groupe. Par exemple, pour un RIF, en général, on imposera une phase linéaire. Parfois, pour un RIF ou un autre, un RI, on pourra imposer un filtre, ce qu'on appelle un déphasage minimal. Cette notion sera quand même peu employée, en tout cas dans notre cours. C'est pour ça qu'on en a reporté la définition en annexe 5 du chapitre 10. Faire la synthèse du filtre, c'est quoi? C'est déterminer la fonction de transfert H de Z égale N de Z sur D de Z, fraction rationnelle, qui répond au gabarit, c'est-à-dire déterminer les coefficients des polynômes N de Z et D de Z. La synthèse une fois faite, quelles sont les autres étapes? C'est choisir une structure de réalisation. Alors ce paragraphe-là ne sera pas traité, enfin cet aspect-là ne sera pas traité dans le cours. Il faisait l'objet, dans une première version, d'un chapitre supplémentaire. Et ensuite, on a un peu raccourci la durée du cours et on a donc supprimé cet aspect. Puis, étape suivante, l'implantation, c'est-à-dire la réalisation matérielle du filtre, qui relève, elle, disons, plutôt d'un cours d'électronique. Et enfin, une fois que le filtre est réalisé, il faut vérifier si on a bien les performances. Donc, mesurer les performances du filtre qu'on a réalisé et, si nécessaire, se reboucler sur les étapes précédentes. Voilà la démarche complète, qui est une véritable démarche d'ingénieur. On va traiter dans les deux chapitres qui suivent l'aspect synthèse du filtre pour les RI et pour les RIF. Alors commençons par définir, comme on l'avait annoncé, la notion de gabarit d'amplitude. D'abord pour un filtre passe-bas, ensuite pour un filtre passe-bas, par extension. Pour un filtre passe-bas, la courbe de gain, alors passe-bas on le notera PB, la courbe de gain, c'est-à-dire le gain en fonction de la fréquence. Je vous rappelle que le gain, c'est le module de la fonction de transfert pour Z égale E puissance 2πJF. C'est le module du gain complexe. On va le représenter soit en linéaire, soit en dB, en fonction de la fréquence réduite, grand F sur FE, qui est toujours comprise entre 0 et 1 en numérique. Et on a une courbe pour un passe-bas, une courbe de ce type avec une zone ici où le gain est voisin de 1 et une zone ici où le gain est voisin de 0.
je disais 1 ici parce qu'on prend 1 comme niveau de référence. On peut toujours convenir que c'est 1. Le gabarit fréquentiel de type passe-bas, eh bien, c'est les limites qui figurent en bleu. Ici. Alors en fait, ce qui est en bleu, c'est toute la zone que je passe ici avec la souris, et puis toute celle-là. C'est-à-dire que la zone autorisée, c'est le couloir qui se trouve ici, entre les deux limites bleues. Voyons un peu de terminologie, ce qui n'est qu'un rappel du cours de traitement analogique du signal, chapitre 7. Il y a 3 zones de fréquence. La zone de 0 à FP, qui est la zone où le gain est voisin de 1. C'est la bande passante, BP, en abrégé. La zone ensuite où le gain est voisin de 0, qui va ici de FA à 1, c'est la bande atténuée, BA. Et enfin, entre les deux, il y a une bande de transition pour les fréquences comprises entre FP et FA, où le gain chute d'une valeur voisine de 1 à une valeur voisine de 0. On appelle raideur de coupure le nombre RC qui mesure la raideur de la pente, ici, de la courbe de gain dans la bande de transition. On la définira comme FP plus FA sur 2 divisé par delta F, la largeur ici de la bande de transition. On définit également 2 taux d'ondulation, petit delta, qui sont des quantités petites par rapport à 1. Un premier taux d'ondulation, ici au voisinage de 1. Ce taux d'ondulation mesure la largeur ici tolérée du petit couloir ici du gabarit autour de 1. Alors comme c'est positif au-dessus, enfin comme c'est au-dessus ou en dessous de 1, on va dire qu'on a une largeur de delta C entre les deux extrémités. Et delta C, c'est donc le taux d'ondulation en bande passante. Delta C est très petit par rapport à 1. En bande atténuée, on définit de même un taux d'ondulation, mais cette fois, en bande atténuée, le gain est voisin de 0, tout en étant toujours positif. Donc le taux d'ondulation va être défini ici par la largeur du couloir, mais on ne va pas l'appeler 2 delta A, mais delta A, puisque c'est toujours positif. On peut traduire le gabarit passe-bas par les inéquations indiquées ici. Pour F dans la bande passante, c'est-à-dire pour F compris entre 0 et FP, le gain G de F, ici, est en permanence compris entre 1 moins delta C et 1 plus delta C. Ça caractérise la bande passante. Pour caractériser la bande atténuée, on écrit que G de F dans la bande atténuée est toujours inférieur ou plus égal à delta A. Et delta C et delta A sont très petits par rapport à 1. Que devient cette notion de gabarit pour un filtre passe-bande? Il suffit de l'adapter légèrement. Alors faisons d'abord la figure. Elle est ici. On a un filtre passe-bande. La bande centrale, la fréquence centrale, c'est F0, là, quelque part par ici. Avec, en dessous de F0, ici, une partie qui est au-dessus de F0, une partie qui est sensiblement symétrique. C'est très souvent le cas. On définit les paramètres par extension par rapport au cas du passe-bas. La largeur B de la bande passante va d'une fréquence Fp-1 à une fréquence Fp plus 1, et c'est toujours la zone dans laquelle le gain est voisin de 1, le niveau de référence. La bande atténuée, ici, il y en a en fait 2, de part et d'autre de F0 en position généralement symétrique.
la bande atténuée comprise de 0 à FA-, la bande atténuée inférieure, et la bande atténuée supérieure, elle va de FA+ à 1. Dans ces deux zones, le gain est voisin de 0. Les bandes de transition, parce qu'il y en a également deux, delta F- entre FA- et FP-, et delta F+ entre FP+ et FA+. La raideur de coupure se définit comme tout à l'heure, par extension. Ici, on dira que la raideur de coupure, c'est grand B, largeur de la bande passante, divisé par 2 delta F, où delta F est la largeur de la bande de transition. Vous allez me dire, je n'ai pas dit si c'était delta F- ou delta F+. En général, il y a symétrie et elles sont sensiblement égales. Le taux d'ondulation maximum en bande passante, delta C, est défini comme tout à l'heure par le fait que ici, dans la bande passante, le gain est compris entre 1 moins delta C et 1 plus delta C. Donc une largeur tolérée de 2 delta C autour de 1. Et en bande atténuée, une largeur tolérée de delta A au-dessus de 0, c'est-à-dire de 0 à delta. Paragraphe 9.3. Les deux principales méthodes de synthèse des filtres ERII. La transposition d'un modèle analogique, d'une part, et la synthèse directe par CAO, conception assistée par ordinateur, d'autre part. Transposition d'un modèle analogique qui satisfait au gabarit et dont la fonction de transfert HA de P, A comme analogique, se transformera en la fonction de transfert H de Z du filtre numérique, par un procédé qu'on précisera. C'est l'approche traditionnelle pour concevoir un filtre ERII. Elle utilise le savoir-faire analogique et reste assez facile à mettre en œuvre. De plus, dans de nombreuses applications, il est intéressant d'utiliser un filtre numérique pour simuler un filtre analogique de famille donnée, Butterworth, Chebyshev, etc. Nous développerons surtout la méthode par transformation bilinéaire, en rappelant à cette occasion les résultats essentiels sur les familles de filtres étudiées en traitement analogique du signal. Deuxième catégorie de méthode, synthèse directe par CAO. Il s'agit là d'ajuster par une technique itérative avec une spécification quelconque en fréquence, donc il n'y a pas besoin de correspondre à une famille donnée, les coefficients du filtre. Donc on ajuste les coefficients du filtre de telle sorte qu'un critère soit optimisé. Cela suppose que l'on se fixe la structure du filtre, en particulier les degrés P et Q de son numérateur et de son dénominateur, de la fonction de transfert, ainsi que le critère d'optimisation. En fait, nous ne ferons qu'esquisser ces méthodes dans le cadre limité du cours. Donc, d'abord et surtout, les méthodes par transposition d'un modèle analogique. Quel en est le principe? L'essor du traitement numérique du signal a donné naissance dans les années 70 à des méthodes s'appuyant sur la synthèse des filtres analogiques, dont, rappelez-vous, on a déjà dit qu'ils étaient tous de type ERII. Le modèle analogique est supposé déterminé, Butterworth, Chebyshev 1 ou 2, elliptique, tels qu'on les a vus dans le cours de traitement analogique du signal, et sa fonction de transfert HA de P est fixée. La discrétisation de HA de P va permettre le passage à la fonction de transfert H de Z du filtre numérique. C'est une transformation du plan P vers le plan Z qui doit répondre à deux exigences fondamentales. D'abord, conserver la stabilité. Il faut évidemment que le filtre numérique soit stable. Et pour ça, il faut qu'elle transforme le demi-plan P gauche, c'est-à-dire la partie réelle de P négative, en l'intérieur du cercle unité du plan Z, c'est-à-dire module de Z plus petit que 1. Deuxième exigence fondamentale, il faut qu'il y ait conservation à la fois du module et de la phase de la fonction de transfert, pour que le gabarit soit conservé.
on pourrait démontrer que ça revient à la conservation linéaire de l'axe imaginaire, P égale J oméga, J grand oméga de l'analogique. Conversion de cet axe imaginaire en le contour du cercle unité Z égale E puissance J oméga. Deux transformations sont utilisées pour passer de HA de P à H de Z en pratique. L'invariance de la réponse impulsionnelle et surtout, c'est pour ça que l'invariance de la réponse impulsionnelle, on ne la verra qu'en annexe à 1 de ce chapitre, et donc surtout la transformation dite bilinéaire. Et c'est la seule que nous étudierons et elle fera l'objet du paragraphe 9.5 qui va venir. Paragraphe 9.5, méthode de la transformation bilinéaire. Et d'abord, première diapositive, définition. Il s'agit de définir une transformation du plan P vers le plan Z pour laquelle le filtre numérique H de Z aura le même comportement que son modèle analogique F de P et ce, quelle que soit l'entrée. Transformation du plan P, partie réelle petit sigma, partie imaginaire grand oméga, vers le plan Z, réel de Z, imaginaire de Z, qui fait passer de la fonction de transfert analogique F de P à la fonction de transfert numérique F de Z, et qui, dans le domaine analogique, correspond à des pulsations qu'on note avec une grande lettre, une lettre majuscule, oméga, alors qu'on met une lettre minuscule, petit oméga, dans le domaine du numérique. La transformation bilinéaire, on l'appelle aussi homographique, c'est la transformation P égale une constante lambda Z-1 sur Z plus 1, ou encore en fonction des puissances négatives de Z, lambda 1 moins Z-1 sur 1 plus Z-1, et en inversant, en calculant Z ici en fonction de P, ça donne Z égale lambda plus P sur lambda moins P. Lambda est un facteur d'échelle qui est là pour adapter la correspondance qui existe entre les fréquences, les pulsations grand oméga du modèle analogique et les pulsations petit oméga du filtre numérique. On y reviendra à la diapo suivante. Voyons maintenant les propriétés de la transformation bilinéaire. Première propriété, l'image du cercle unité. Lorsque Z est sur le cercle unité, ça correspond à Z égale, rappelez-vous le changement de variable qu'on a posé quand on est passé de la variable P à la variable Z, de la variable P égale J oméga à la variable Z, on a posé Z égale E puissance J oméga TE, période d'échantillonnage. Donc si je fais Z égale E puissance J oméga TE et que je le reporte ici dans l'expression de la transformation bilinéaire, ça donne P égale lambda E puissance J oméga TE moins 1 sur E puissance J oméga TE plus 1. Multiplions pour faire apparaître un sinus et un cosinus respectivement le numérateur. Ici, on va pas multiplier, on va mettre E puissance J oméga TE sur 2 en facteur. Et on fait pareil au dénominateur, ce qui donne P égale lambda. Au numérateur, on va avoir au facteur J près que je mets devant un sinus de oméga TE sur 2 et au dénominateur un cosinus, c'est-à-dire P égale J lambda tangente oméga TE sur 2. C'est-à-dire J grand oméga avec grand oméga égale lambda tangente oméga TE sur 2. Donc l'image du cercle unité est bien l'axe imaginaire puisque P égale J grand oméga. Et on a ci-dessus encadré en pointillé bleu la relation entre grand oméga et petit oméga, que je reprends à la diapo suivante ici, relation grand oméga égale lambda tangente oméga TE sur 2.
ou encore en introduisant petit f, puisque oméga égale 2pi petit f, lambda tangente pi petit f sur FE. J'ai remplacé TE par 1 sur FE. Alors c'est une relation importante, c'est la relation entre les fréquences analogiques, ou pulsations analogiques grand oméga. Les fréquences, on les appellera grand F en analogique, donc lettres majuscules, et les grandeurs correspondantes du numérique, c'est-à-dire pour la pulsation petit oméga et petit f. Sachant que, attention, petit f, c'est la fréquence réduite par rapport à la fréquence de récurrence FE. On a donc une relation entre fréquence analogique et numérique qui n'est pas linéaire à cause de la tangente. On dit qu'il y a distorsion de fréquence. Passons maintenant aux propriétés liées à la fonction de transfert. La fraction rationnelle f de p est transformée en fraction rationnelle f de z. C'est pas une relation homographique, ça ne change pas la nature fraction rationnelle de la fonction f de p dont on est parti. En plus, une transformation homographique, ça ne va pas changer le degré. Donc la fraction rationnelle f de p est transformée en fraction rationnelle f de z, dont le numérateur et le dénominateur vont avoir le même degré, qu'on va appeler petit n, et qui est l'ordre du modèle analogique. Donc, le modèle analogique et le modèle numérique ont pour ordre tous les deux petit n, et puis dans l'expression de f de z, le numérateur et le dénominateur ont le même degré petit n. Conservation de la stabilité. Les deux demi-plans P, gauche et droite, qui correspondent à alpha négatif et positif, correspondent à l'intérieur et l'extérieur du cercle unité. L'étude de la stabilité peut donc se mener de façon identique sur la fonction de transfert analogique ou sur la fonction de transfert numérique, f de z, qui est sa transformée par la transformation bilinéaire. Ce qu'on peut montrer ici, regarder ici sur le dessin. Le domaine de stabilité en numérique, c'est l'intérieur du cercle unité. Le domaine de stabilité en analogique, le cercle unité ici se transforme en l'axe imaginaire. Et le domaine de stabilité, c'est ici la partie gauche qui correspond à partie réelle de P négative. Revenons à nos propriétés. Propriété suivante, il y a absence du problème de repliement qu'on a rencontré, ou plutôt qu'on aurait rencontré pour la méthode de l'invariance de l'ARI si on l'avait traité dans le cours. En fait, elle se trouve simplement en annexe. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que quand la pulsation analogique parcourt le domaine 0 plus l'infini, la fréquence réduite numérique, f sur FE, parcourt son propre domaine, et dans le même sens, de 0 à 1,5. C'est-à-dire que les grandes fréquences analogiques, les fréquences élevées, correspondent en numérique à des fréquences voisines de 1,5 en réduit, c'est-à-dire de FE sur 2, qui est d'ailleurs ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist. Grande fréquence en analogique, fréquence voisine de la fréquence de Nyquist en numérique. Il y a superposition globale des réponses en fréquence, puisqu'il y a conservation du module et de la phase et de l'argument, mais à la graduation en fréquence près, à cause du problème de la distorsion de fréquence, puisque grand oméga n'est pas proportionnel à petit oméga. Enfin, il y a deux choix pour la constante oméga, parce qu'il va bien falloir la fixer. Premier choix, le modèle analogique et le modèle numérique ont le même comportement aux basses fréquences. C'est-à-dire qu'on souhaite, dans le premier choix, que grand oméga soit voisin de petit oméga aux basses fréquences. C'est d'ailleurs ce choix-là qu'on fait par défaut. Dans ce cas-là, si on veut avoir grand oméga voisin de petit oméga lorsque petit oméga est petit, ici, comme grand oméga, ici, lorsque petit oméga est petit, la tangente est équivalente à l'angle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a grand oméga peu différent de lambda
oméga TE sur 2. Ce qui fixe la valeur de lambda. Égale, en faisant passer de l'autre côté, 2 sur TE, c'est-à-dire 2 FE. Donc le choix par défaut, c'est on prendra lambda égale 2 FE, et on aura dans ce cas-là le même comportement du modèle analogique et du modèle numérique, et du filtre numérique aux basses fréquences. L'autre choix qui est rarement fait, mais ça peut arriver, c'est de prendre la même fréquence de coupure pour le modèle analogique et le filtre numérique. La même fréquence de coupure à 3 dB. Grand oméga C égale petit oméga C. Alors pour trouver combien vaut lambda dans ce cas-là, il suffit d'écrire qu'ici, si je remplace oméga par oméga C ici, j'ai également oméga C ici, puisque le grand oméga C sera égal à petit oméga C. Et ça me donne oméga C égale lambda tangente oméga C TE sur 2, c'est-à-dire lambda égale oméga C sur tangente oméga C TE sur 2. Ou encore, si on préfère introduire la fréquence de coupure plutôt que la pulsation, 2 πfc sur tangente πfc sur FE. 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions avant d'aborder la deuxième section de ce cours. Cette section sera consacrée à l'application pratique de la méthode de synthèse des filtres RI par transformation bilinéaire et modèle analogique, ainsi qu'au rappel sur les modèles de Butterworth et de Chebyshev.